Bonsoir Denis. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on est très très content de recevoir Denis parce que c'est quelqu'un qu'on croise assez souvent, qui est adorable comme tout et qui a plein de choses intéressantes à faire. Il a rajouté une corde à son arc dernièrement. Il a écrit un bouquin. La vache, moi ça m'impressionne toujours parce que faut pas faire de fautes. Et du coup, on est ravis de l'accueillir ce soir pour Kubernetes, 5 façons créatives de flinguer sa prod. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant pour que j'explique? Alors, je crois que vous êtes quasiment tous venus. Non, il y a des petites têtes que je n'ai pas vues. La séance sera filmée, mais on filme essentiellement Denis. Donc, normalement, vous n'êtes pas sur les images. Cependant, des fois, on prend des photos. Est-ce que ça dérange quelqu'un d'apparaître sur Twitter, LinkedIn, Insta, Blue Sky? On essaiera de toute façon de ne pas vous faire des gros plans et de dire de bêtises. Il y aura une collation aussi après qui nous est offerte par les sponsors qu'on verra après. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester manger un bout de pizza? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout le monde, cool. Et puis on en profitera pour refaire le monde. Un énorme merci à nos sponsors jusqu'à décembre inclus. Donc AppSite-Top, anciennement AppSite-Top, nouvellement CGI. Et Ascensi qui nous ont vraiment suivis depuis le début de l'aventure pour ceux qui nous découvrent, c'est-à-dire il y a 6 ans. On a eu une super bonne idée en 2019 de dire hey, si on crée un meet-up et 3 mois après, paf, confinement. On a duré grâce à eux parce que du coup on le faisait quand même à distance. Donc voilà, un grand merci parce qu'ils nous ont suivis tous les ans. Et puis un grand merci aussi à MAM qui nous reçoit gratuitement depuis 3 ou 4 ans maintenant. Hein. Donc voilà, c'était très aimable à eux de nous prêter un petit logement une fois par mois. Et puis, cette slide sera renouvelée dans 2 mois. C'est ça. Du coup, appel à sponsor, forcément. Donc, si vous entendez parler de salles plutôt bien placées, parce que c'est ça en fait qui va nous faire hésiter sur le choix final, c'est qu'on ne veut pas que ce soit trop excentré et que ce soit facile en fait pour se garer pour les gens qui viendraient d'autre part que Tours. Et puis aussi des sponsors financiers, alors avec un S financier parce qu'on a un budget annuel entre 3 000 et 3 500, c'est ça, de fonctionnement, quand personne ne sponsorise. Pardon. 350 par conférence, ouais, c'est vraiment... Ouais. Voilà, donc x10. Oh putain, on n'avait pas aidé. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'on préfère qu'il y en ait plusieurs pour pas que ce soit trop lourd à porter par. Donc voilà, si vous connaissez des gens. Merci. Du coup, le calendrier mis à jour avec les bonnes dates et les bonnes photos. Normalement, ça se trouve, je me suis foirée. Donc il y a l'AFUB Tour, le 17 novembre, qui recevra Sylvain Tricard. Je n'ai pas trouvé sa photo, donc désolée. Et qui nous parlera de Kata de Refactoring, un chemin vers un code plus propre. À TADX, le 25 novembre, ici, on recevra du coup Thierry Chantier qui nous apprendra à coder ou comment nous amuser à nos âges. Vous avez vu que c'est assez large, de 7 à 77 ans. Et le 16 décembre, le petit cadeau de Noël, Philippe Charrière et Guillaume Lours viendront nous parler des petits secrets de Compose et Dragon. Et là, en fait, on aura j'ai perdu le terme, du MCP, du Function Calling, du Docker Compose. Très interactif. Voilà, ça risque d'être très drôle aussi. Amenez vos popcorn. Et petite info qu'on répète, mais le 12 et 13 février à la Faculté des Sciences aura lieu TNT. Le CFP est encore ouvert pour celles et ceux qui voudraient proposer un sujet. Et les places sont toujours en cours de vente. Alors les early bird, il n'y en a plus. Mais je crois que pour les 2 jours, c'est 70 €. Donc ça vaut carrément le coup. C'est même pas le prix de 2 restos sans boisson. N'hésitez pas pour le CFP, allez-y. Voilà. Et du coup, je crois qu'on se fait encore un peu de pub parce qu'on n'a pas encore parlé assez de nous. Donc ça, c'est lui, ça, c'est moi. Si vous avez besoin de découvrir un sujet qu'on n'a jamais encore présenté, si vous avez besoin aussi, vous, de vous tester sur un sujet, ça peut être aussi une sorte de tremplin. En tout cas, voilà, tous nos handles, il faudra peut-être qu'on mette à jour parce qu'il n'y a pas Blue Sky. Et l'identité visuelle, on ne remerciera jamais assez Roxane qui nous a fait notre petit logo et tout ce qui va avec. Et du coup, là, ça y est, je crois que je te repasse la main, Denis. Eh bien, go, écoute. Donc, merci d'être toutes et tous aussi nombreux ce soir pour venir m'écouter parler de Kubernetes et en plus particulier de comment j'ai cassé Kubernetes. Ça va
être pas mal. Donc je me présente, donc Denis Germain. Aujourd'hui, je suis Platform Engineering Manager chez Lucas. Lucas, c'est un SaaS RH, donc c'est la solution pour gérer tout, poser les congés, la gestion de carrière, etc. Avant, j'ai travaillé dans des petites boîtes plus ou moins connues, bon, Deezer, Lectra, Leclerc. Je pense que Leclerc et Deezer, je n'ai pas besoin de les présenter. Lectra, c'est un industriel du sud-ouest qui fabrique des machines de découpe de tissus pour les industriels. C'est des machines qui peuvent prendre toute cette pièce-là et qui peuvent couper 50 épaisseurs de jean avec un seul trait. C'est assez impressionnant. Et il faisait aussi beaucoup de microservices. Et donc dans toutes ces entreprises-là, j'ai été amené à gérer des clusters Kubernetes. Certains Yardway, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Kubernetes Yardway, c'est quand on fait tout nous-mêmes, quoi. Donc il ne faut pas faire ça. Et de d'autres façons aussi. Donc un petit peu tout, sur du cloud, du on-prem, de différentes façons, on en parlera un peu. Depuis que je suis sur le marché du travail, je tiens un blog, donc blogzwindler.fr, parce que Zwindler, c'est mon pseudo. Hop, voilà. Pourquoi j'ai créé ce blog? Parce que quand je suis arrivé sur le marché du travail en 2010, des fois, trouver des solutions à mes problèmes, c'était compliqué. Hein. On parlait de trouver des solutions à des questions qu'on a posées il y a 12 ans. Ça m'arrivait souvent à l'époque et c'était ma façon en fait de remercier un peu toutes ces informations que j'avais pu récupérer pour tout ce que j'ai appris. Voilà, je reverse aussi un petit peu les trucs un peu bizarres que je fais de mon côté. Et puis depuis peu, je suis aussi auteur. Donc ça, c'est l'instant auto-promo. Je suis auteur d'un livre qui s'appelle Kubernetes, 50 solutions pour les postes de développement et les clusters de production. Et l'un ou l'une d'entre vous pourra repartir avec cet exemplaire que j'ai amené exprès pour Tadix. Il faudra se battre par contre. Non, on va essayer de faire ça dans la non-violence. Voilà, donc je suis très content d'avoir édité un livre. C'était un projet un peu idiot que j'ai lancé en 2024 en demandant aux gens tiens, ça vous dirait qu'on écrive un livre sur toutes les façons possibles et différentes d'installer Kubernetes, parce que j'avais déjà un peu d'expérience sur le sujet. Et les gens ont dit oui. Alors je me suis dit que les gens étaient aussi bizarres que moi. Et le résultat est là, au bout de 18 mois. C'est un gros side project. Donc, je suis content que ce soit fini aussi. Ok, fini pour l'autopromo. Le talk qui va suivre, ça va être 5 anecdotes qui me sont réellement arrivées. Il y a des trucs qui sont un peu modifiés, je vais essayer de pas trop dire le nom des entreprises, des choses comme ça, mais c'est vraiment des incidents de prod qui me sont arrivés et que je vais vous raconter sans filtre. Donc grosso modo, on va parler de liveness, de readiness et de dépendance cyclique. Pour l'instant, c'est très cryptique, mais on va rentrer dedans et ça sera clair après. On va parler de Helm SH Release V1, on va parler de Virtual Services, on va parler de Certificate Authority, et on va parler de systemd. Alors, j'ai quand même voulu mettre une mini slide d'introduction. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas trop familiers avec Kubernetes? Je ne vais pas faire un cours sur Kubernetes, mais juste pour qu'on soit tous au même niveau, je vais remettre les bases rapidement. Qu'est-ce que c'est Kubernetes? Kubernetes, c'est un logiciel dans la catégorie des orchestrateurs de conteneurs. Un orchestrateur de conteneurs, ça sert à quoi? On a des apps conteneurisées, des applications conteneurisées, et vous allez m'entendre tout autour pendant cette conf de manière un peu interchangeable. Je vais dire app ou pod ou conteneur. Je vais prendre un gros raccourci Mario Kart. C'est la même chose. C'est notre application et c'est la façon dont Kubernetes la déploie. Donc Kubernetes, on va lui dire j'ai plein d'applications, j'ai plein de serveurs, débrouille-toi pour les placer intelligemment. De manière à ce que si jamais j'ai un serveur qui tombe en panne ou une appli qui tombe en panne, tu me répares tout ça. Et ce qui est génial avec Kubernetes, Docker, quand c'est arrivé, je n'ai pas du tout aimé, parce que justement, je ne savais pas quoi en faire de ces Docker, je ne savais pas comment les gérer en production. Et Kubernetes, ça résout vraiment ce problème-là. Ça résout l'équation complexe, comment rendre les applications Docker que vous créez sur votre petite machine de développeur, ou moi d'ailleurs, et comment on rend ça production ready. Et on rend ça production ready avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de YAML. Voilà.
Ça va être la façon dont on va communiquer avec Kubernetes. On va lui décrire ce qu'on veut, et lui, il se débrouille avec nos apps et nos serveurs. Ok. Je ne vais pas plus loin sur Kubernetes. On fera quelques rappels en fonction des différentes anecdotes. Je rentre directement dans la première anecdote, liveness, readiness et dépendance cyclique. Et je commence un tout petit peu par là encore un tout petit peu de théorie. Au cas où vous ne savez pas ce que c'est le concept de liveness probe et de readiness probe dans Kubernetes, en fait, Kubernetes, il va s'assurer que votre application elle fonctionne toujours bien. Il va vérifier que le conteneur il est fonctionnel, quoi. Mais ça, des fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que pour une raison ou pour une autre, vous pouvez avoir un serveur web, le processus est vivant, le conteneur est fonctionnel d'extérieur, mais en fait, le file system est plein et ça n'accepte plus aucune connexion, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et ben, pour s'assurer que ça fonctionne, on va donner des indications à Kubernetes. On va lui dire, écoute mon coco, si tu fais un curl régulièrement sur /lc et que ça te répond une HTTP 200, ça veut dire que mon appli elle fonctionne. Et il va se baser là-dessus pour savoir s'il faut qu'il redémarre ou pas l'application. La readiness probe, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quelque chose qui va nous permettre de vérifier que l'application, elle a beau être fonctionnelle, mais elle est prête à recevoir du trafic. Il y a des applications, des fois, elles ont besoin d'un petit peu de temps. C'est-à-dire que le processus, le serveur web répond, mais en fait, l'application sous-jacente, elle n'est pas encore prête, parce qu'il lui manque une dépendance, parce qu'il lui manque un ceci, cela, parce qu'elle n'a pas fini de s'initialiser. La readiness probe, ça va nous servir à ça. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont distinctes, et on peut, pour toutes nos applications, rédiger ces quelques petites lignes de YAML, on peut même en mettre moins, parce qu'il y a des valeurs par défaut, qui vont nous permettre en fait à Kubernetes d'être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus clair sur qu'est-ce que c'est qu'une application qui fonctionne selon nous. Il y a une troisième probe qui s'appelle la startup probe, que je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'elle n'est pas dans cette anecdote, mais ça sert pour les applications Java un peu lentes. Je savais que des fois, il n'y a pas de réaction quand je fais ça. Et moi, je me souviens en 2018, quand je lançais des Tomcat qui mettaient 70 secondes juste à démarrer, bon ben voilà, la startup probe, ça sert à ça. Aujourd'hui, on a des frameworks qui sont beaucoup plus efficaces, donc c'est moins nécessaire. Donc, cette anecdote se passe dans une entreprise où, quand je suis arrivé, ils avaient déjà bien travaillé sur la partie conteneuriser les applications, et ils s'étaient partis dans full DDD, où on découpe tout en microservices, faiblement couplés. Ils avaient pris toutes les bonnes pratiques du moment et un peu tous les hype words qu'on pouvait trouver en conférence, et ils avaient tout mis là-dedans. Et donc, c'était des microservices faiblement couplés qui parlaient donc avec un message bus, RabbitMQ en l'occurrence. Et donc, comment ça fonctionnait? On avait une application B qui envoyait un message à RabbitMQ, qui allait dans une queue, et cette queue, elle était consommée après, par exemple, par le microservice A. Et du coup, si jamais le microservice B tombait en panne, c'est pas grave, parce que du coup, le microservice A, lui, il attendait juste ce qu'il y ait des messages dans la queue. Ça, c'était la théorie. Moi, quand je suis arrivé, le cluster RabbitMQ, c'était pas le truc sur lequel ils avaient le plus bossé. C'était un peu gênant. Le truc, ça marchait pas très très bien. C'était pas super résilient. Donc moi, j'ai passé mes 2 premiers mois à bosser à fond là-dessus. J'ai fait un truc, je me suis fait plaisir. J'ai mis toutes les bonnes pratiques. J'ai mis des queues hautement disponibles. J'ai fait un cluster à nombre impair de nœuds. J'ai tout rendu automatisé. Les mises à jour, tout ça, j'étais super content de moi. Et ça a bien marché. Le RabbitMQ était hyper résilient. C'est le truc qui tombait jamais en panne. Et par contre, là, c'est le drame qui commence à arriver. Les développeurs, on a commencé à un petit peu moins les suivre à la culotte parce qu'ils commençaient à bien connaître Kubernetes. Et puis, ils se sont mis à mettre des liveness. Mais ils se sont mis à mettre des liveness pas tout à fait comme il faut. Ils se sont mis à mettre des liveness qui vérifiaient si les services en face, les petits copains, faiblement couplés, normalement, je rappelle, étaient vivants. Donc, vérifier les dépendances, vérifier en dépendance des trucs qui sont censés être indépendants, c'est un peu bizarre. Et ils sont même allés plus loin. Ils se sont mis aussi à rajouter des dépendances externes. Typiquement ici, une dépendance à RabbitMQ. Et un jour, le drame est arrivé. Je me suis foiré dans une config lors d'une upgrade de RabbitMQ. J'ai envoyé une conf qui était mauvaise et le cluster est tombé en panne.
Alors, bon, en théorie, si on met des retries, voilà, tout se passe bien. Sauf que Kubernetes, lui, comme il considérait que RabbitMQ, c'était une dépendance de sa liveness, de l'application A, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh là là, la liveness, elle ne me renvoie plus une HTTP 200, je kill le pod A. Sauf que le pod A, il était lié avec la liveness du pod B et du pod C. Et du coup, on se retrouve dans une espèce de boucle de l'enfer, où le pod B meurt parce que le pod A est mort, le pod C meurt parce que le pod B est mort, le pod A meurt parce que le pod C est mort. Bon, j'arrête parce que sinon, on y est pour, on y est pour un moment. Et le problème de ce truc-là, c'était que c'était tellement interconnecté, leur histoire, que même quand j'ai remis en place le serveur RabbitMQ, bah, c'était fou, c'était pourri, quoi. Les trucs, ils redémarraient pas plus. Parce qu'ils étaient tous interdépendants les uns des autres. Donc ne faites pas ça, évidemment. Comment on s'en est sorti? Alors là, c'était vraiment l'enfer. Les cancers, comme disent le cancer, comme disent les jeunes. On est allé sur toutes les applications sur le cluster, et à la main, enfin avec des scripts, on a été obligé d'enlever toutes les liveness et tous les readiness de tous les manifestes en prod. C'était bourrin, mais ça a marché. Tout s'est redéployé, ça a mis un petit peu de temps, et l'incident a duré en prod 1 heure, je crois, tout compris. Voilà, donc du coup, par contre, après, le gros du travail a commencé. Il a fallu modifier tous les manifestes pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi avec les liveness et les readiness. Et on s'est mis tous autour de la table avec tous les tech leads. Et on a expliqué qu'est-ce que c'était qu'une bonne liveness, qu'une bonne readiness. On s'est mis d'accord sur un ensemble de guidelines. Guidelines que je suis gentil, que je vais vous donner en résumé ici. Donc, les bonnes pratiques. Pour faire une bonne liveness et une bonne readiness sur Kubernetes, déjà, le plus important, c'est que les apps, elles doivent en avoir. Je vous l'ai dit au tout début, j'ai un peu spoilé. Si vous ne donnez pas la liveness et la readiness sur tous vos applis à Kubernetes, il ne peut pas deviner si votre appli elle fonctionne réellement ou pas. La deuxième erreur que j'ai revue beaucoup au cours de ma carrière, c'est des gens qui, ok, on leur dit très bien, mettez une liveness, readiness, ils font ok, c'est bien, tu me saoules, je te la mets. Ils mettent un petit endpoint HTTP 200, très bien, moi je suis content. Sauf qu'ils mettent la même pour la liveness et la readiness. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout le même but. Je vous l'ai expliqué en tout début. Il y en a une qui sert juste à vérifier si l'appli fonctionne et l'autre qui sert à dire si le trafic doit être reçu. Et il y a plein de cas où, en fait, ce n'est pas du tout une bonne idée d'avoir la même. Donc, dans le cas où c'est la même chose, ben, mettez 2 URL distinctes qui font la même chose, qui renvoient juste à un 200. Mais si jamais un jour ben, l'appli évolue et qu'il y a une raison de ne pas router du trafic sur une appli, au moins, comme ça, vous aurez déjà le deuxième pass. Le truc le plus évident peut-être qu'on peut retirer de cette petite anecdote, c'est qu'il ne faut pas mettre de dépendance externe, en particulier sur les liveness, puisque sinon vous allez vous retrouver avec des boucles de l'enfer comme moi. Et si jamais vous avez vraiment envie d'avoir l'info que votre appli est vivante du point de vue de Kubernetes, mais non fonctionnelle parce qu'il lui manque une dépendance externe, ce qui peut arriver, une appli qui n'a pas sa base de données, bah c'est quand même important de savoir que la base de données, elle n'est pas là, ou un message bus, ou tout ce que vous voulez. Eh bien, en fait, vous rajoutez un autre pass. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de passes à rajouter dans vos applis, qui liste les dépendances externes et qui dit si elles sont OK ou pas. Et comme ça, après, derrière, vous pouvez faire des tests, ce qu'on appelle en black box, à l'extérieur du système, pour vérifier si les différentes applis fonctionnent et après avoir du monitoring là-dessus. Et c'est ce qu'on faisait dans l'entreprise en question. Et ça marchait très bien. Poser une question? Oui. Ah oui, alors on n'a pas dit. Alors, si vous voulez, vous pouvez poser des questions quand vous voulez, et sinon on posera les questions à la fin. C'est comme vous voulez. Comme ça permettra. Moi, je vais poser ma question comme ça. Yes. Du coup, sur les bases de données, ton exemple de base de données, Ouais. sur les apps, la plupart du temps, en fait, c'est un élément assez fort Oui. d'un démarrage. C'est un mauvais exemple En fait, que j'ai l'idée, utilisé. c'est de se dire, De toute façon, dans déjà. l'architecture, on se dit, c'est pas grave si la base de données n'est pas là, mais je prévois un pass pour dire, en fait, elle n'est pas là, donc il va falloir faire quelque chose. Il peut y avoir des cas où en fait tu mets juste des retries. En fait. Ouais. Et peut-être que ta base de données elle n'est pas là pendant 1 minute, mais c'est peut-être pas une bonne idée de la faire cracher, alors que peut-être que si tu mets des retries, tu peux t'en sortir. Les retries, ça marche pas non plus à l'infini. Mais si tu mets des retries et que pendant ce temps ton pass il est en train de couiner en disant attention, j'ai plus ma base de données. Ton administrateur, lui, il n'a pas une appli qui est crachée et il ne sait pas pourquoi. Il a un log qui lui dit attention, ton appli là, elle n'est pas bien, elle est dans le mal, il faut que tu ailles vérifier la base de données. Et du coup, tu as la root cause. Parce que sinon, si tu monitores tout, tu vas te retrouver avec plein d'apps qui se mettent à péter
mais tu sais pas forcément quel est le dénominateur commun. Alors que si tu as un monitoring qui te dit, OK, les apps, elles sont encore up, mais par contre, moi, j'ai un log à côté qui dit, attention, la DB, elle est KO, je ne peux plus la contacter, et ben, du coup, ça réduit le bruit et tu es plus efficace dans ta résolution. Donc c'est pour ça mon exemple de la DB n'est pas excellent, parce qu'effectivement, bon, les apps, si elles n'ont plus leur DB, souvent, elles meurent assez vite. Mais si tu prends le cas du message bus, par contre, là, ça prend tout son sens, parce que si une app, elle n'a pas son message bus, il ne faut surtout pas qu'elle crache, en fait. Enfin, le message bus, s'il n'est pas là, c'est pas grave, il reviendra plus tard. Il ne faut pas qu'elle meure pour ça. Parce que là, sinon, pour le coup, c'est du surincident. Pardon, oui, du coup, autre question, oui. Sur la slide d'avant. Ouais. Encore avant, ouais. Pourquoi avoir fait à la main et pas une re-release, une update où il n'y avait plus... parce qu'en fait, une fois qu'on a identifié que c'était le problème des liveness, pourquoi se faire suer à aller traficoter dans Kubernetes plutôt que de faire une re-release de la même chose avec une fausse... Parce qu'il aurait... Dans un premier temps, on s'en fiche, au moins on part. Parce que la façon dont c'était fait, c'était qu'on avait une grosse CI Jenkins avec des jobs éparpillés partout. Donc en fait, il aurait fallu qu'on passe sur tous les repos et qu'on fasse une release où on vire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait après, hein, modifier les manifestes, voilà. Mais ça allait plus vite de passer sur le cluster parce que du coup, on avait l'intégralité de ce qui était en prod. Il y avait peut-être des problématiques d'ownership, etc. Mais en fait, on aurait mis plus de temps à aller corriger tous les manifestes dans Git pour aller après pousser une release de tout redéployer. Que d'aller juste modifier à la main. Je ne dis pas que c'était optimal, et aujourd'hui, dans un... Bon, j'ai pas envie de spoiler la suite, mais dans des environnements peut-être un peu plus modernes, on ferait peut-être plutôt comme tu dis. Mais à l'époque, donc là c'était autour de 2018-2019, dans l'environnement technique où j'étais, ça avait plus de sens d'aller corriger d'abord à la main, direct sur le cluster, et après de se poser et de corriger les sources. Ok, alors ce que j'ai pas dit, c'est que les anecdotes ne sont pas forcément liées, parce que de toute façon, c'est réparti sur mes différentes années d'expérience. C'est un retour que j'ai eu, donc c'est normal. Il n'y a pas il n'y a pas forcément de suite logique, au-delà de peut-être une dimension temporelle, mais vous, ça ne vous parlera pas. Ça me parle qu'à moi. Helm.sh release.v1. Allez hop, je supprime. Qu'est-ce que c'est Helm? Helm, c'est un logiciel dans l'écosystème de Kubernetes qui se décrit comme un package manager pour Kubernetes. J'aime pas trop cette définition parce que package manager, ça peut vouloir tout et rien dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai plutôt mis ce que ça faisait vraiment. Ce que ça fait vraiment, c'est que ça nous permet, donc nos manifestes YAML qui font des kilomètres et des kilomètres et des centaines de milliers de lignes, plutôt que de nous embêter à les copier dans Git, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va en faire une version variabilisée. Et ça, c'est Helm qui va nous permettre de le faire. C'est-à-dire que je vais prendre mes manifestes YAML, je vais le rendre générique en rajoutant des variables, des conditions et tout un tas de choses. Et avec un moteur de templating qui s'appelle le GoTemplate, qui utilise Helm, on va pouvoir faire quelque chose qui va être réutilisable. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est les charts. Ensuite, ça va aussi nous apporter des genres de magasins d'app toutes prêtes de manifestes en ligne, les repositories. Et ça va aussi nous permettre de déployer et de faciliter le cycle de vie de nos applications dans Kubernetes. Donc plutôt que d'appliquer nous-mêmes les manifestes YAML à la main, on va utiliser Helm pour gérer le cycle de vie de l'application, c'est-à-dire l'installer, la première version, après faire des mises à jour, faire des rollbacks si besoin, la désinstaller. Et donc ça, c'est Helm qui fait ça aussi. Et du coup, pour faire ça, il est obligé de stocker à un endroit l'état de nos applications qu'on vient de déployer à un moment donné. Alors, c'est pas bien de dire du mal de ses collègues, surtout quand ils ne sont pas là, mais j'ai un petit collègue un petit peu dans la fougue de la jeunesse. Dans le contexte d'une migration de Helm V2 vers Helm V3, qui était une grosse mise à jour, c'était un peu pénible. Aujourd'hui, on est en MV4, la plupart des gens sont encore en MV3. Normalement, vous ne devriez pas l'avoir, ce problème en prod, puisque c'est quand même assez vieux, MV2. Lui, il a fini la migration, et puis il a dit « Oh là là, mais il y a plein d'objets qui s'appellent Helm Release V1, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et il les a supprimés. Alors c'est embêtant, parce que ça, justement, c'est tout l'historique de déploiement de Helm. Et donc, du coup, Helm n'avait plus aucune idée de qu'est-ce qui était déployé.
Et alors, j'ai mis bug entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un bug. Alors, je dirais pas que c'est une feature non plus. Mais Helm gère très mal le cas où on lui dit de faire des modifs, mais qu'il n'a pas d'infos sur la release. Il refuse. Donc en gros, c'était une application qui était en prod. Elle marchait encore très bien, parce qu'elle était déployée, les manifestes étaient là, il n'y a pas de souci, elle marchait super. Mais par contre, comme on n'avait plus l'historique de Helm, ben on ne pouvait plus rien faire dessus. On ne pouvait pas la mettre à jour. S'il y avait eu une faille de sécu, on était mal. Il fallait faire des modifs à la main, c'était compliqué. On pouvait faire les modifs à la main, mais on ne pouvait pas faire de grosses modifs. Donc ça, c'était embêtant. Et quand on va voir la fameuse issue 5595, donc c'est quelqu'un qui était exactement dans le même cas que nous, ce qu'on lui dit, c'est « Ah ben non, il n'y a rien à faire, il faut tout supprimer et il faut tout réinstaller. » Alors, il se trouvait qu'à ce moment-là, j'étais dans une entreprise une grande entreprise de B2C qui fait de la musique en ligne, hein, je ne vous dis pas laquelle c'est. Et alors, laissez-moi vous dire que si jamais il y a cette entreprise qui a une feature qui ne fonctionne pas pendant 5 minutes, on a 1000 threads sur Twitter et Dan Detector et rouge écarlate. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire un Helm delete et un Helm install. Donc, c'était big deal. On voit pas, je fais des blagues de vieux, désolé. C'est pas tout jeune. Donc voilà, donc on était embêtés. On n'avait pas de solution simple pour revenir en arrière. Mais comment on s'en est sorti? Ne faites pas ça chez vous. Dans Kubernetes, il y a un des composants du control plane, donc un des composants de Kubernetes, qui s'appelle etcd. etcd, c'est la base de données. La base de données de Kubernetes, elle stocke deux choses. Elle stocke l'état souhaité de vos manifestes, de vos applications, et l'état réel. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de sauvegarder etcd, parce que vous ne pourrez rien faire de la sauvegarde. C'est-à-dire que si jamais vous cassez complètement votre cluster et que vous vous dites « c'est pas grave, j'ai la sauvegarde de la base de données etcd, j'ai qu'à la restaurer ». Le problème, c'est que ce que vous aurez dans votre base etcd, c'est des données qui n'ont pas de sens. C'est des données qui correspondent à l'état réel du cluster que vous avez cassé, pas l'état réel du nouveau cluster. Donc c'est pour ça... Ah, j'ai un petit VS Code qui veut se mettre à jour, c'est vraiment le moment. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de sauvegarder etcd, parce qu'en fait, en vrai, ça ne sert à rien quand vous avez un gros incident. Mais on l'avait quand même fait, ceinture, bretelle, parachute. Et en fait, dans ce cas-là, ça nous a aidé. Ça nous a aidé, on a pris, c'était avant l'ère des LLM qui nous généraient des magnifiques scripts bash. Donc là, on a pris notre plus beau bash et on est allé de manière chirurgicale aller chercher juste les petits bouts qui avaient été supprimés dans la sauvegarde de la base de données etcd. Et on les a réinjectés en prod. Et c'était un peu chaud. C'était un peu chaud, mais ça s'est bien passé. On a pu restaurer les releases de Helm, et du coup, on a pu continuer à mettre à jour nos applications, et on a arrêté de supprimer les trucs qu'il ne fallait pas supprimer. Si on avait voulu faire ça propre dans cette même idée, il y a un outil qui est fait pour ça, qui s'appelle Velero. Il y a Rémi Vercher, très beau copain, qui a fait un super talk là-dessus, il y a longtemps, mais qui est toujours d'actualité, qui permet en fait de sauvegarder tous les objets d'un Kubernetes et de les restaurer de manière granulaire, comme on ferait avec n'importe quel outil de sauvegarde-restauration. Donc ça, c'est pas mal, mais le mieux... Ah oui, non, pardon. J'ai rajouté une slide dans le train, c'est pour ça que je ne suis pas au courant qu'elle est là. En relisant par acquis de conscience, je suis allé relire la fameuse issue sur Helm, et en fait, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai trouvé un truc qui répare le problème », c'est en fait, il a fake des fausses releases Helm avec un petit script, et du coup, il fait semblant, il fait croire à Helm qu'il y a une release qui existe, et du coup, on peut l'écraser comme ça. Bon, j'ai pas testé, mais j'ai trouvé ça rigolo, alors du coup, je l'ai mis. Voilà, et donc, la vraie solution, c'est de faire du GitOps. Qu'est-ce que c'est que le GitOps? Le GitOps, c'est une autre façon de gérer l'administration système. Au lieu de dire Helm, c'est moi qui vais aller faire mes installs, c'est moi qui vais aller trifouiller, modifier le nombre de réplicas que j'ai pour chacune de mes applications, mais on va mettre tout ça dans Git et on va dire à une autre application tierce, donc typiquement les plus connus ici c'est Argo CD et Flux CD dans l'univers Kubernetes. C'est toi qui te débrouilles. Moi, j'envoie juste un commit, et quand tu vois un commit, c'est toi qui fais la modif. Du coup, on ne fait plus de Helm manuel, et on ne touche plus à rien. Donc, dans notre cas particulier, si
si on reste dans le cas de mon anecdote, si on avait utilisé Argo CD plutôt que de faire des Helm à la main, on n'aurait pas eu le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, Argo CD n'utilise pas Helm. Il utilise un Helm-like, il se débrouille, et donc du coup, on n'aurait pas pu avoir ce bug de release, parce qu'en fait, il n'y avait pas de release avec Argo CD. On aurait eu d'autres problèmes. Mais pas celui-là. Et si on avait utilisé FluxCD, qui est l'autre outil de GitOps connu de Kubernetes, on aurait eu exactement le même problème, parce qu'en fait, FluxCD, il utilise Helm. C'est juste un... Voilà, il balance le binaire. Au lieu que ce soit nous qui le balancions, c'est lui. De manière générale, c'est quand même mieux de faire du GitOps, parce que ça va apporter plein de trucs. Ça va apporter l'auditabilité des modifications, donc c'est-à-dire que quand vous envoyez un commit, vous voyez bien qu'est-ce qui se passe, qui a modifié quoi, quand. Ça facilite les rollbacks, j'ai juste à faire un git revert, et du coup, Argo CD fait mon rollback pour moi. On va pouvoir ajouter des trucs rigolos, comme des diffs. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise actuelle, c'est à chaque fois qu'on fait une pull request, il y a un truc qui va calculer le diff et qui va m'afficher de manière colorée si je fais quel modif je fais, et du coup visuellement je sais ce que ma PR va faire, va avoir comme effet. Et c'est aussi notre single source of truth, donc c'est-à-dire que j'ai qu'un seul endroit où je sais que j'ai fait les modifs et il n'y a pas quelqu'un qui a fait une modif en live en prod sans que je sois au courant. En fait là, la single source of truth, c'est Git. Ça n'empêche pas les problèmes. Il y a Skyner qui a fait un incident en 2021 ou 2022, ça date un peu, qui est très rigolo. Je vous invite à aller voir le lien, on vous enverra les slides. En gros, ils ont modifié une ligne et ça a droppé toute leur prod. Donc le GitOps, c'est comme disait DevOps Borat, qui était un compte parodique sur Twitter en 2011, faire des erreurs, c'est humain. Propager les erreurs sur tous les serveurs de manière automatique, c'est du DevOps. J'adore DevOps Borat. C'était l'humour de Twitter quand Twitter était encore fréquentable. Ok. Troisième petite anecdote. 2 virtual services pointent sur la même URL. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je vous ai fait un petit récap encore. Qu'est-ce que c'est qu'un ingress? Qu'est-ce que c'est qu'un virtual service? Quand on fait de l'infra, pas forcément sur Kubernetes, quand on a des sites web à présenter à l'extérieur, on n'aime pas présenter chaque site web avec chacun son adresse IP. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. On n'aime pas montrer directement les serveurs web sur Internet. On aime bien rajouter une brique entre les deux qui s'appelle un reverse proxy. Le reverse proxy, ça va être le seul point qui va être visible depuis Internet. Tous nos sites web, toutes les adresses HTTP vont pointer sur ce truc-là, et ce truc-là va être en mesure de redispatcher donc la bonne URL vers le bon service. Donc dans Kubernetes, il y a évidemment la brique qui correspond à ça, c'est l'ingress controller. L'ingress controller, ça peut être n'importe quel logiciel de reverse proxy, parce que la plupart des reverse proxy du marché sont compatibles avec Kubernetes, et ça prend toutes les requêtes en entrée, et en fonction de ce qu'on lui donne comme requête HTTP, ça redirige. Et comment ça redirige? Ça redirige par rapport à des objets que nous, on va créer, qui vont s'appeler des ingress. On va lui dire, en entrée, si tu vois le site SHA-1, c'est le nom de mon chat, .domain.tld, tu rediriges vers le service, le service qui s'appelle SHA-1 sur le port 3000. Ok, donc ça je vous ai parlé des ingress. Dans le titre de cette anecdote, il y avait écrit Virtual Service. Virtual Service c'est pareil, mais c'est avec un autre truc qui s'appelle Istio, qui est un outil qui s'appelle un service mesh, qui est très complexe. Je pense qu'il faut au moins un ETP juste pour le gérer. Dans des contextes complexes en tout cas, mais en grosso modo c'est exactement pareil. En tout cas dans le contexte de cette anecdote c'était la même chose. Donc, un ingress, ça va. Dans cette petite anecdote, là encore, c'est un site que je ne citerai pas de musique en ligne, qui tous les ans met à disposition de ses utilisateurs un petit service rigolo qui permet de faire une rétrospective de ce que vous avez écouté pendant l'année. C'est mignon, il y a des stats marrantes, c'est présenté de manière ludique. Moi, j'aime bien. Et donc, le développeur de cette application avait fait la version, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais on va dire que c'était la version 2022. Ça marchait bien, il était très content, il s'était fait son application tout à droite, là, ça c'est son application.
Et puis, il avait créé les manifestes pour Kubernetes, pour tout ce qui est déploiement, pour 2022. Donc, il était très content, ça marchait très bien. Arrive 2023, on lui dit « Hey Coco, faut faire la nouvelle version ». Il développe l'appli dans son coin. Et puis, il se dit « Bon, les manifestes YAML, là, ils marchaient très bien, je les récupère ». Alors, il les récupère, c'est bien, mais il a oublié de modifier un truc important dans le template de son chart Helm. Il a oublié qu'il y avait une URL ici. Et il se trouve que l'URL qu'il avait utilisée, c'est exactement la même que l'URL de l'an dernier. Et ça, c'est gênant. C'est gênant parce que Kubernetes, il va vous empêcher de créer des objets qui ont exactement le même nom, ou il va vous empêcher des objets qui ne correspondent pas à la spec de l'objet en question, à la spec de l'API, mais il ne va pas vous empêcher de mettre 2 fois la même URL. Ce n'est pas son rôle. La spec l'autorise. Et alors, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne pour tous les ingress controllers, mais nous, dans notre cas, ça a juste fait un gros round robin chelou, où la moitié des requêtes d'un utilisateur partait là, puis l'autre moitié partait là, puis là, puis là, puis là. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'était que côté client, on recevait un paquet d'URL en 400 et en 500, des erreurs 400, pardon, parce que le client, il tapait pas les bonnes URL, quoi. C'était super dur à debug parce que toutes les applications étaient fonctionnelles. On était là, mais tout va bien, l'application est bien. Et pourtant, côté serveur, on chopait que la moitié des logs. Donc ça n'avait aucun sens. Au-delà de cet exemple en particulier, ce qu'il faut retenir, c'est que Kubernetes va vous laisser faire plein de choses. Il va vous laisser faire trop de choses, en fait. Trop de choses. Et même parfois des bêtises. Et donc, la mission des gens comme moi, la mission des gens qui administrent les clusters de Kubernetes, ça va être de restreindre les possibilités que Kubernetes offre. Pas pour vous casser les pieds, juste parce qu'en fait, sinon, on fait des erreurs. Et le pire dans cette histoire, c'est que cet incident-là, je savais que ça allait arriver, parce que j'avais déjà vu une conférence, j'en parle un tout petit peu après, qui expliquait que ça allait arriver à des gens qui l'avaient déjà eu. Et ça ne m'a pas empêché de l'avoir dans plusieurs entreprises, même en sachant que ça allait arriver. Mais bon. Donc pour s'en prémunir, il va falloir qu'on indique à Kubernetes qu'il y a des choses qu'on ne veut pas qu'ils soient faites. Si je reprends l'exemple de la création de l'ingress avec le même host, il y a un mécanisme. Donc ça, c'est tout ce qui se passe quand vous envoyez une requête à Kubernetes. D'abord, il récupère l'API, ensuite il vérifie que vous soyez authentifié, il vérifie que le schéma est valide, et à la fin, il persiste dans etcd parce que on a dit que c'était là où on stockait l'état souhaité de Kubernetes. Et entre les deux, il y a 2 petites briques. Il y a une petite brique qui s'appelle Mutating Admission et une autre qui s'appelle Validating Admission. Et là-dessus, on va pouvoir se brancher pour rajouter des webhooks avec du code custom. On va pouvoir dire, là, je veux que tu fasses un truc. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce que j'avais vu en 2018 dans ce talk de Jean de Yahoo, qui avait exactement eu le même problème que moi, quelques années plus tôt. Et où ils expliquaient qu'en fait, ils avaient la moitié des requêtes vers le site de sport qui étaient renvoyées vers le site beauté, par exemple. Voilà. Donc du coup, pour empêcher ça, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient développé un service en Go, donc un webhook en Go, pour avoir le code custom qui empêche d'avoir 2 fois la même URL dans 2 ingress différents. Depuis, il y a des outils qui sont sortis qui permettent de faciliter ça. J'en ai mis 2 là, 2 logos. Il y a une 3e méthode de le faire maintenant. J'aurais dû mettre à jour la slide. Cet outil-là, c'est Open Policy Agent. L'autre, c'est Kyverno. Je vous mets un exemple de quoi ça ressemble. Alors, c'est encore beaucoup de YAML, hein, dis donc. Encore du YAML. Mais c'est assez simple à lire. Grosso modo, qu'est-ce que ça dit? Donc, c'est une politique qui dit à Kubernetes, si jamais tu vois un ingress, tu vas checker dans tous les ingress, toutes les règles avec toutes les URL. Et si jamais tu vois la même, l'opérateur là, equals, voilà, tu envoies une erreur en disant j'ai pas le droit. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une erreur très très claire qui dit attention, j'ai essayé de créer un ingress qui a déjà le même hostname, et ça me renvoie une erreur, l'ingress name doit être unique. Donc c'est quand même assez utile, assez facile à configurer. Il y a déjà plein de policies qui existent, et en gros on les prend, on les installe, et puis ça rajoute tout un tas de règles sur nos clusters. Donc ça c'est très bien.
Il y a un troisième mécanisme qui s'appelle le CEL, qui est un petit langage d'expression qu'on peut rajouter directement, enfin qui est directement rajouté dans le standard de Kubernetes, qui permet de faire des choses similaires. Je ferai probablement un article là-dessus, puisque j'ai déjà fait un article avec OPA, donc Open Policy Agent, et Kyverno. Donc je ferai le pendant, je pense, CEL bientôt, pour qu'on puisse comparer. Ok, donc là, j'ai déjà eu plein d'incidents, hein. Pas mal d'incidents, mais le pire reste à venir, malheureusement. Tout le monde sait ce que c'est qu'une Certificate Authority? Ouais, ça vous parle? Bon, ok. Donc, Certificate Authority, c'est un certificat, un racine, autorité, qui va nous permettre de signer plein d'autres certificats. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Kubernetes, en tout cas pour tout ce qui est partie composant interne, tout est chiffré avec des certificats et tout est mutuellement authentifié. Donc on a du MTLS entre tous les composants. Donc là, c'est une liste non exhaustive de tous les composants avec tous les certificats qu'il faut générer pour avoir la totalité des certificats dont on a besoin juste pour faire tourner le control plane. Et là, il en manque. Il doit manquer encore 2-3 trucs. Donc il y a un site. Il y a un site qui référence tout si jamais vous avez envie de vous amuser à créer tous les certificats vous-même. Si jamais vous faites du Kubernetes sur un cloud managé, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de cette partie, c'est le clouder qui s'occupe de ça pour vous. Vous êtes chanceux. Si jamais vous avez des clusters on-prem ou que vous avez des VM et que vous voulez le faire, typiquement l'outil que j'avais sélectionné c'était KubeADM, qui est l'outil officiel pour faire des clusters Kubernetes déployés. Ça c'est géré de manière automatisée. Il faut quand même surveiller, mais c'est géré de manière automatisée. Et l'entreprise où je suis arrivé, eux, ils avaient dit, oh bah non, nous on fait tout nous-mêmes. Donc on fait tout nous-mêmes, ils avaient fait un gros playbook Ansible, où ça allait copier les binaires sur les serveurs, ça allait lancer des OpenSSL X509 pour créer tous les certificats. C'était une horreur. Et surtout, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ah par contre Denis, on t'a pas dit, dans 3 mois, la Certificate Authority expire. Ça serait bien qu'on corrige. Donc là, c'était la panique. C'était la panique parce que je savais que c'était la cata si jamais on laissait expirer. Donc grosso modo, ce qui se passe, et que j'ai pu virer... Alors, c'est le seul incident qui n'est pas vraiment un incident, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on évite d'arriver là. Mais je l'ai quand même cassé plein de fois, les clusters de test, et je sais exactement ce qui se passe. Donc grosso modo, qu'est-ce qui se passe si jamais vous laissez expirer votre Certificate Authority? Déjà, vous ne pouvez plus faire aucune commande kubectl pour piloter votre cluster Kubernetes parce que le certificat de l'API Server, qui est signé avec le Certificate Authority, a expiré. Donc vous ne pouvez plus communiquer avec votre cluster kube. Les nodes qui ont vos applications peuvent non plus communiquer avec l'API Server, donc ils ne savent pas s'il faut qu'ils rajoutent des applications ou qu'ils suppriment. Mais de toute façon, il y a bien pire, parce que le scheduler, donc qui est le composant qui dit quelle appli doit aller sur quel serveur, marche plus non plus, puisqu'il ne peut pas communiquer avec l'API Server. Controller Manager, c'est pareil. Le CNI plugin, c'est encore pire. Le CNI plugin, c'est le truc qui permet de gérer le réseau dans Kubernetes. Et des fois, ce truc-là a besoin de communiquer avec l'API Server pour avoir des infos pour savoir l'état du cluster. Donc le CNI plugin, potentiellement, peut ne plus marcher aussi s'il ne communique plus avec l'API Server. Et le pire du pire, c'est que l'API Server, en fait, de toute façon, il ne peut même pas communiquer avec etcd. Parce que là encore, le Certificate Authority a signé le certificat de TCD. Et donc, du coup, la base de données, l'API Server ne peut plus contacter la base de données. Et donc, au bout d'un moment, il crache. Et d'ailleurs, les bases de données ne peuvent plus communiquer entre elles, donc elles crachent aussi. Donc, comme ça, tout est craché. Donc, il n'y a plus rien qui marche. Et même si on descend côté application, donc la résolution DNS dans le cluster Kubernetes, c'est géré par CoreDNS. Il a besoin d'accéder à l'API Server, donc c'est pareil, vous n'avez plus de résolution DNS dans votre cluster. Et il y a certaines applis qui ont besoin de communiquer avec l'API Server pour connaître l'état de santé. Typiquement, je pense à Prometheus. Donc vous perdez aussi le monitoring. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Tout est chaos. Voilà. Il fallait que je la fasse. Comment on s'en sort? Alors j'ai eu le temps d'expérimenter quand même en 3 mois. Je l'ai fait un paquet de fois. Donc j'ai rédigé une petite procédure optimale qui m'a permis de faire ça pas sans interruption mais quasiment. Donc on commence par renouveler
le Certificate Authority et on resigne tous les certificats qu'on a besoin de signer. Donc on refait tous les certificats. Ensuite, la première chose qu'on doit faire, c'est redémarrer ETCD. ETCD est la base de données, mais comme c'est un cluster, si jamais vous voulez redémarrer un par un, ben, ça ne marchera pas parce qu'il y a une seule entité, elle ne pourra pas contacter les autres. Donc il faut redémarrer tous les ETCD en même temps, vérifier que le cluster se reforme bien. Une fois que c'est fait, on peut redémarrer l'API serveur avec le nouveau certificat, redémarrer le CNI plugin et aller sur tous les nodes, supprimer tous les certificats pour que les nodes puissent accéder de nouveau à l'API serveur. À partir de là, on a un petit bout de truc qui commence à peu près à fonctionner. Ensuite, on redémarre les autres composants du control plane, donc le control manager et le scheduler. Je ne rentre pas dans le détail de à quoi ils servent. Et ensuite, donc, nous, dans notre cas, donc, toutes nos applications avaient des service accounts, des comptes de service, qui leur permettaient potentiellement d'accéder à l'API serveur. Et donc, du coup, il a fallu qu'on passe sur tous les service accounts et qu'on rafraîchisse leur token, puisque le token étant signé par la Certificate Authority lui aussi, de toute façon, il n'était plus utilisable. Donc on a fait une magnifique boucle. Là encore, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit peu de nostalgie face à ces boucles bash. Maintenant, on demande à Claude de nous générer le truc, il nous fait un truc qui fait 50 km de long avec des emojis et tout ça. Voilà, ça a été fait à la main. C'est de l'artisanat, ça, messieurs, dames. Bref. C'est pas très joli, je suis d'accord, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit peu de nostalgie. Bref, et à la fin, on finit par redémarrer tout ce qui communique avec l'API serveur. C'était tellement galère que j'en ai fait 2 articles de blog, dont un sur le blog corpo de l'entreprise, parce qu'on n'avait pas honte, pour parler de cette migration à chaud. Et j'ai même fait 1 ou 2 PR sur la doc de Kubernetes qui n'était pas à jour et qui ne fonctionnait pas, justement pour résoudre ces problématiques-là. Donc voilà, c'était pas un vrai incident parce qu'on n'a rien, enfin, on l'a vu venir avant que ce soit un incident, mais j'ai quand même suivi à grosses gouttes le jour où j'ai dû le passer en prod. Les bonnes pratiques, les certificats, c'est quand même un peu important, donc ça serait bien d'avoir du monitoring dessus. Donc typiquement, on a rajouté, donc il y a un exporteur Prometheus qui a été développé par les gens de Enix, qui sont des gens assez pointus sur Kubernetes, et qu'on fait un petit tool en Go qui marche très très bien, qui permet de checker tout un tas de certificats de différentes manières, donc c'est assez chouette ce qu'ils ont fait. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas gérer soi-même les certificats, hein, c'est complètement stupide. Il y a des outils qui font ça plus ou moins bien, enfin toujours mieux que de le faire à la main. Donc ne générez pas vos certificats vous-même, c'est casse-gueule. Sauf si vous êtes vraiment très fort. Et je vous parlais des tokens pour les service accounts. De toute façon, c'est quelque chose que vous devriez plus faire. Il y a une nouvelle API, Il y a une API qui existe maintenant et qui permet de générer des tokens à faible durée de vie et qui sont rafraîchis régulièrement. Donc en théorie, vous ne devriez plus avoir de problème de tokens à rafraîchir, si jamais vous avez ça. Oui. Du coup, vous avez généré les certificats, mais du coup, ça faisait recréer le même problème, je ne sais pas, un an après, si on était... Alors non, parce que... Alors on le met qui expire en 1999. Alors on l'a mis à expirer à 5 ou 10 ans, je ne sais plus, le CA. Ouais. Et on avait prévu de migrer sur des serveurs pas faits à la main, mais justement des trucs générés un peu mieux, notamment KubeADM, c'était la solution qu'on avait choisie à l'époque, qui permettait de gérer justement proprement la rotation des certificats. Sinon on retombe, exactement. Et je crois que non, je crois que c'est pire que ça. Je crois que c'est quand je suis arrivé, et on s'était dit, allez, on met 3 ans, ça sera large. Et on n'avait pas fini la migration de l'ancien cluster vers le nouveau cluster au bout des 3 ans, et du coup, ça nous a un peu poussé au derrière pour finir à pas de course la migration. Mais c'était bien, du coup, ça nous a donné une deadline. Donc on avait mis 3 ans, en se pensant, on est large. Dernière anecdote, j'ai mis des chiens. Who let the dogs out? Pourquoi j'ai mis des chiens? Parce que c'est un incident, je ne suis pas tout seul à l'avoir eu. En même temps, il y a les gens de Datadog qui l'ont eu, et c'est le plus gros incident mondial qu'ils ont eu, multi-cloud, multi-région. Ils ont tout mis en vrac pendant, je crois, une journée. Donc ça m'a rassuré un peu de me dire que
j'étais pas tout seul. Voilà. Contexte. Là, je suis obligé de dire plein d'infos. Tout est important. Donc, on avait un vieux cluster installé un peu the hard way sur des vieilles machines Debian 10 et on n'avait plus envie de gérer les certificats à la main. Et donc, du coup, on avait décidé qu'on allait utiliser kubeadm. C'était en 2022, le serveur Ubuntu 22.04 venait de sortir avec un kernel super récent, ce qui était très bien parce qu'on avait besoin de features du kernel très récentes pour utiliser notre réseau virtuel, notre réseau Kubernetes avec Cilium. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on faisait quand même plutôt les choses bien, c'était que nos serveurs, on les gérait avec du GitOps, donc c'est-à-dire qu'on nous donnait le serveur, on nous disait vas-y, il est dispo, et on balançait juste l'IP de l'adresse et il y avait un mécanisme automatique qui allait tout faire, l'installation de tout. En mode philosophie Cattle versus Pet. Donc on était plutôt en Cattle pour le coup. Donc l'analogie est un peu violente, mais malheureusement c'est l'analogie qui est la plus utilisée dans l'industrie pour parler de ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que si jamais un nœud va pas bien, on ne va pas essayer de le bichonner, on ne va pas essayer de le soigner, on ne va pas essayer de le remettre d'équerre, on va juste boum, tu dégages, je te reset et je te réinstalle. C'est un peu brutal, mais ça a plein d'avantages. Ça permet de s'économiser plein de problématiques bizarres où on a des serveurs qui ont été mis à jour 15 000 fois, mais pas tous de la même façon, les uns et les autres. Là, on a une baseline. Si le truc ne se comporte pas bien, boum, on le trash et on recommence. Voilà, tout ça, tous ces éléments-là sont importants. Arrive la fameuse migration. Donc là, voilà, le certificat est bientôt en train d'expirer. Il est temps de passer sur la nouvelle prod. Après une mise à jour, il y a des nodes, pas tous, qui commencent à plus répondre uniquement sur l'interface de management, donc l'IP de management. Déjà, on avait celle-là. Datadog, il ne l'avait même pas. Toutes les autres interfaces sont KO. Donc tout ce qui est trafic d'application ne marche plus, puisqu'il n'y a plus que l'adresse pour se connecter en SSH dessus. Du coup, les conteneurs sont up, mais comme ils ne peuvent pas se joindre les uns les autres, liveness, readiness KO, normalement, vous savez de quoi je parle. Crash loop des composants du control plane, les etcd ne se voient plus, les API serveurs crashent en boucle, c'est la cata. Panique. Mais je suis calme, je suis en Cattle versus Pet, c'est bon, j'ai juste à réinstaller les nœuds, tout va bien. Réinstaller les nœuds ne résout pas le problème. Panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il faut remonter un petit peu dans le temps. On a mis un moment à comprendre. Hein. En vrai, je crois qu'on a mis plusieurs jours à comprendre. Donc, comme si on était en pleine migration, on était un peu la tête dans le guidon. Et pendant ce temps, Datadog, eux, ils étaient down. Nous ça va. En décembre 2020, il y a un composant un petit peu controversé dans Linux qui s'appelle systemd. Il est controversé parce qu'il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup trop de choses. Il fait beaucoup plus de choses que les autres composants. Il est un peu tentaculaire. Il y a un des sous-composants qui s'appelle systemd networkd qui introduit un nouveau comportement qui dit que si jamais il voit, au moment du démarrage, si jamais il voit des règles de routage IP qu'il ne connaît pas, il les drop. Et dans la version 249, ils ont rajouté un paramètre qui permet de désactiver ce comportement. Première chose. Ensuite, en mars 2023, il y a un patch qui arrive sur systemd parce qu'il y avait une petite vulnérabilité. Même pas un truc énorme, hein, un truc genre score 4 sur 10. Il faut le patcher, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Et ça, dans Ubuntu, le problème, c'est qu'il y a un mécanisme qui s'appelle les unattended upgrades, qui, quand il voit un patch de sécurité, il essaie de le passer. Il essaie de le passer, et puis il le passe, quoi. Il y va, quoi. Et sauf que ce patch, il redémarre systemd networkd. Systemd networkd, qui voit des routes qui ont été ajoutées par quelqu'un d'autre que lui, et qui dit « Oh bah vas-y, je les connais pas ces règles, je les flush ». Et donc du coup, toutes les adresses IP sur le serveur deviennent non routables. Et donc le serveur est coupé du monde. Oups. Alors comment on fait pour se prémunir de cette problématique? Typiquement sur nos Debian 10, on n'avait pas le problème parce que comme ils étaient vieux, ils n'avaient pas cette feature de systemd. Donc c'était bien. On pourrait aussi supprimer systemd. Ça pourrait être une bonne idée, ça. Ou même juste pas mettre à jour les serveurs. Pas de mise à jour, pas de régression. Mais en fait, c'est qu'à moitié du troll. C'est qu'à moitié du troll, et en fait, il y a des gens qui le font, ça. Alors, ils mettent un jour quand même.
mais ils ne mettent pas à jour leur serveur. Ils mettent à jour une golden image, une image de base, et c'est cette image qu'ils mettent à jour, qu'ils mettent à la dernière version, et ils démarrent les VM directement avec l'image à jour. Donc il n'y a jamais de processus de mise à jour. La VM, elle a une version, puis au bout de 24 heures, s'il y a une nouvelle version, on la kill. On la détruit, on en met une autre à la place. Et donc la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de tester que la dernière image qu'ils ont faite, elle fonctionne. Si l'image fonctionne, ils ne s'embêtent pas, ils postent des nouvelles VM avec la nouvelle version. Donc ça, c'est Conto qui fait ça. Ça fait depuis un moment. Eux, ils font ça sur AWS. J'ai discuté avec les SRE là-bas. C'est assez clean ce qu'ils font. Nous, chez Lucas, on a pris un parti un tout petit peu différent. C'est qu'on utilise une distribution immuable et minimaliste d'un OS spécial de Kubernetes, optimisé pour Kubernetes, qui s'appelle Talos Linux. Talos Linux, c'est un tout petit OS avec juste 12 binaires dedans. Donc, s'il y a moins de binaires, il y a moins de CVE. Et surtout, il est immuable. Donc, il est immuable, ça veut dire que si jamais je veux le mettre à jour, en fait, je ne le mets pas vraiment à jour. Je prends l'OS, je mets une nouvelle version de l'OS dessus. Donc, on retrouve un petit peu cette idée vraiment cattle, où l'OS, en fait, je ne le bichonne pas, l'OS, je balance juste la dernière image et puis débrouille-toi, quoi. Et comme l'OS est minimaliste, on a moins de mises à jour, on a besoin de faire des mises à jour moins souvent. Il y a une alternative qui s'appelle Flatcar, ça marche très bien aussi. Voilà pour les 5 petites anecdotes que je voulais vous présenter ce soir. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous faire, de toute façon on va manger des pizzas, mais sans faire quelques takeaways. Est-ce que Kubernetes c'est compliqué? Non, mais il y a quand même pas mal de choses auxquelles il faut penser. La première chose, c'est que l'observabilité, au sens très large, ça va être la base dans Kubernetes. Et je dis la base, ça va être vraiment important parce que de toute façon, Kubernetes, là où il va briller, ça va être dans des contextes microservices. Et faire de l'observabilité dans des contextes microservices, c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut être un taf à part entière. Sincèrement, moi, il y a plusieurs boîtes où j'aurais pu faire un temps plein sur l'observabilité. La deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les actions manuelles, c'est pas bien. C'est mieux de faire du GitOps, pour toutes les raisons que j'ai citées. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, Kubernetes va nous permettre de faire trop de choses et qu'il va falloir mettre des garde-fous pour éviter de faire des incidents bêtes, parce que si vous faites des choses bêtes, Kubernetes vous laissera faire des choses bêtes. La quatrième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est une mauvaise idée de faire les choses tout à la main vous-même, the hard way, en particulier les certificats. Et la dernière petite takeaway, c'est que quand on est administrateur système, je pense que l'approche cattle est bien meilleure que l'approche pet. Et c'est tout pour moi. Et si vous avez des questions, je les prends avec plaisir. Non, il n'y a pas de questions, c'était trop clair. Ah si. Pourquoi Kubernetes il nous laisse se tirer une balle dans le pied? Parce que s'ils laissent faire ça, c'est-à-dire qu'ils sont au courant que ça va poser problème. Ouais, mais alors, donc dans quel cas ça peut être en fait intéressant? Dans quel cas ça peut être intéressant? Alors, tout court ou dans le cas de l'Ingress? Par exemple, dans le cas de l'Ingress. Dans le cas de l'Ingress, il peut y avoir... On était tombé sur des cas où potentiellement il pourrait y avoir des cas où c'est intéressant d'avoir deux Ingress qui pointent vers le même truc. C'est vraiment edge case. Ils auraient pu le rajouter dans la spec potentiellement, mais le truc c'est que en fait c'est pas le rôle de l'Ingress, si tu veux, d'aller vérifier que les autres Ingress ils n'ont pas déjà renseigné. Le but de l'Ingress c'est juste de décrire un objet et après de Kubernetes de l'appliquer. À la limite on aurait pu dire que c'est à l'Ingress controller d'empêcher... D'ailleurs, je crois que Nginx a rajouté un webhook dans leur Ingress Controller justement pour éviter ça, de base. Après, plus généralement, pourquoi Kubernetes permet de faire trop de choses? Les specs, elles sont permissives et après, derrière, je pense que ça serait trop complexe d'essayer de réfléchir à tous les use cases possibles ou alors on restreindrait trop le truc, tu vois. Et je pense que le plus simple, c'est juste de faire un truc permissif et après de dire aux gens, attention, faites attention à ce que vous faites. Tu prends un serveur Linux, tu peux faire n'importe quoi dessus aussi, c'est pareil. Linux ne va pas t'empêcher de mettre des serveurs accessibles sur Internet, sur des ports avec des comptes privilégiés. C'est la philosophie qui est comme ça. Après,
voilà, est-ce que tu as envie d'être accompagné, restreint? Peut-être que ça, c'est un peu plus le monde Windows ou Mac, je ne sais pas. Et puis, où est-ce que tu as envie de la liberté? Et c'est peut-être plus le monde Linux, Kubernetes. Ça vient avec ses inconvénients. J'ai une autre question. Ouais. C'est un peu sur ton slide, hein, ça rejoint un peu la question et puis la petite image. J'aime beaucoup. Est-ce que, moi je suis plutôt dev, Java. Maintenant j'arrive à démarrer vite avec Quarkus. Est-ce qu'on n'est pas... Ce que je retiens, c'est qu'en fait, en tant que dev, on n'arrête pas de dire non mais c'est bon, je connais Cube, je sais faire 3 YAML, Qt à l'apply. Parce que j'ai l'impression en fait, c'est qu'on en est loin et que si on ne veut pas tout péter, c'est bien d'avoir soit des garde-fous, soit de ne pas laisser quand même les devs faire tout n'importe quoi, parce qu'on a un peu la magie du Qt à l'apply, moins F, je donne un répertoire et puis je fais vas-y, fais-le. Et moi ce que je retiens, c'est qu'en fait, ça marche pas comme ça, quoi. C'est que quand on fait de la prod avec Cube, il faut savoir un peu ce qu'on fait sans... Soit, comme tu dis, mettre des garde-fous partout, mais qu'on ne tombe pas dans le... Je vais développer un milliard de trucs en tant que SRE pour m'assurer que les devs, en fait, tu deviens cloisonné. Ou alors il faut se faire accompagner, mais en fait, j'ai l'impression que tu ne peux pas faire n'importe quoi comme ça, quoi. Il n'y a évidemment pas de réponse universelle et en fait je pense que tu as déjà plus ou moins répondu à la question. Aujourd'hui c'est très compliqué de trouver le bon niveau d'expertise à demander aux devs sur Kubernetes. Aujourd'hui, l'idée derrière Kubernetes c'est quand même d'autonomiser les devs. C'est genre, tu as besoin d'infra, tu n'as pas envie d'attendre 3 semaines qu'on te livre un serveur web comme à la bonne époque chez... je ne vais pas citer de nom. Voilà, et ben ok, bah tiens, je te donne toutes les clés. Je te donne les clés, tu peux commander tes propres volumes, tu peux commander tes propres reverse proxy, tu peux commander tes propres serveurs web, c'est toi qui gères tout. Mais le problème, c'est qu'effectivement, à avoir trop donné de la liberté aux développeurs, bah, le problème, c'est que moi, je ne peux pas attendre d'un développeur qui connaisse le métier de l'infra. Moi, je suis un très mauvais dev et franchement, voilà, je comprends, chacun son métier. Il y a un côté effectivement un peu contre-productif à avoir voulu donner trop de puissance aux développeurs. Et donc du coup, par quoi ça passe? Eh ben, ça passe par... moi, la façon dont je fais marcher ça, c'est... Ben, déjà, on donne des manifestes tout faits. Pour les gens, des templates, si tu veux, enfin, des projets vides, et les gens, ils ont juste à mettre leur appli, etc. Donc ça permet un peu d'onboarder les gens qui ne connaissent pas bien l'écosystème, sans qu'ils aient besoin de se poser la question pourquoi j'ai besoin d'un persistant de volume, pourquoi... Bon, le truc, il est déjà fait, ils ont une application fonctionnelle, ils ont juste à faire leur code. Après, quand ils commencent à avoir des problématiques, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des communautés de pratique, ou des guildes, ou on appelle ça comme on veut, où en fait, on va partager l'information de manière très horizontale. C'est pas moi qui viens faire une présentation et qui explique voilà, Kubernetes, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est les gens, ils arrivent avec leurs problèmes, ils disent, bon, ben voilà, on a eu tel problème, on l'a résolu comme ça. Puis il y a telle équipe qui dit, ah ben oui, mais nous, on avait trouvé cette autre solution. Et en fait, ce partage de connaissances permet de faire monter le niveau globalement. Et puis, la troisième truc, c'est qu'il faut former les gens. En fait, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens ils aient tout un tas de compétences infra. Tu es obligé de les onboarder un peu sur ces outils-là. Et du coup, c'est un autre volet de mon travail, c'est que je fais de la formation. Je fais de la formation à divers niveaux, mais en interne, je fais beaucoup de formations. Chez Deezer, j'ai formé 80 personnes à Kubernetes. Chez Lucas, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais j'en ferai probablement autant. Donc, il y a un peu de tout. Et tu as des power users qui vont être capables de faire des trucs qui sont au niveau de ce que moi je ferais, parce que ça les intéresse. Et puis il y en a d'autres, ils sont trop loin du truc, ça les intéresse pas, et c'est ok. Il faut juste qu'on leur donne les bons outils et qu'on leur mette un peu des garde-fous pour qu'ils évitent de faire des bêtises. Donc c'est très complexe. Il n'y a pas vraiment de réponse. J'avais une question. Ouais. Dans l'utilisation de GitOps, Ouais. quelle que soit la solution que tu utilises, est-ce que ça ne devient pas ton SPOF en fait? Si, complètement. Ouais. Ah oui, non, mais c'est totalement. C'est un SPOF. Mais c'est un SPOF, alors, ça dépend comment on l'appelle. Enfin, si Argo CD tombe, là, aujourd'hui, dans mon entreprise, ouais, je suis mal. Je suis mal parce que je peux aller faire des modifs à la main, mais c'est comme dans le cas de Helm, en fait, je suis coincé. Sauf que je suis coincé à une autre échelle. Je suis coincé à l'échelle de mon cluster complet. Donc, je ne peux pas faire des modifs qui seront persistés longtemps. C'est complexe. Ça casse pas mon cluster pour autant. Les applis, elles fonctionnent toujours. Donc, c'est pas non plus...
ça va pas être critique à la minute. J'ai le temps de réparer. Et après, c'est des composants qui sont vraiment du coup hyper importants et il va falloir mettre beaucoup de résilience là-dedans. Donc on va mettre beaucoup de monitoring, on va mettre beaucoup de réplicas sur tout ce qui peut être répliqué. Mais ouais, c'est un gros spot potentiellement. Et c'est aussi pour ça que Skyscanner, ils ont fait un commit et ça a droppé toute leur prod sur tout leur cluster. Parce que mais oui. Et dans le post-mortem, ils le disent. Dans le post-mortem, ils disent, c'est pas la faute d'Argo CD. Argo CD, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Et oui, parce que... Et oui. Donc oui, c'est un composant. Le GitOps, c'est vraiment une autre façon de travailler. Et il faut être conscient à la fois de la puissance et aussi du risque que ça induit. Yes. Et nous, alors chez Lucas, du coup j'en profite, j'ai la parole, je peux parler autant que je veux. Nous, chez Lucas, la CI, tout ce qui est autour d'Argo CD, tout ce qui est autour du GitOps, mais c'est le truc qui a pris le plus de temps à développer en fait. Plus que déployer un service de monitoring, plus que déployer Talos, plus que tout. En fait, chacune de nos PR, alors ça dépend du niveau de logiciel qu'on veut tester, mais chacune de nos PR déclenche la création d'un environnement temporaire où on met la version d'avant, donc on met la version avant la PR, et on fait après un upgrade vers la version d'après, et en fait on voit si ça marche. Et en fait tout ça, on a été obligé de le recoder, parce que juste Argo CD n'a pas toutes les primitives, et puis il y a tout un tas de composants d'infra aussi qui sont derrière. Et puis on affiche des diffs, et puis on affiche... Donc on a passé un temps infini à bosser là-dessus, parce que justement c'est le truc le plus important en fait. Tout ce que tu me dis là sur Kubernetes entre les problématiques entre les développeurs et les autres, ouais. c'est pour que surtout pas tu aies de frontières imperméables entre les deux. Quoi. Oui. Si tu as ah oui, non. des points de passage qui sont extrêmement fins, de toute façon ça ne marchera jamais la mise en place d'un environnement s'occupe. Ouais, non, alors moi j'ai aucun problème à dire que Kubernetes c'est pas pour tout le monde. Hein. Kubernetes, il faut des gens qui sont prêts. Enfin, c'est vraiment une autre façon de travailler. Il faut que la partie opérationnelle maîtrise bien cette partie parce que il y a plein de, enfin, on l'a vu, hein, il y a quand même beaucoup de choses à lesquelles il faut penser. Et là, j'en ai mis 5 des incidents, mais j'aurais pu en mettre 2 fois plus. Ils sont pas tous intéressants, mais il y a plein d'autres sujets qui nécessitent un point d'attention. Et donc du coup, il y a la partie Ops, et même quand on a la partie Ops, après derrière, effectivement, il faut onboarder chez Lucas juste pour la création de la nouvelle plateforme qu'on est en train de créer donc sur Kubernetes. On est 6. C'est gros. On peut faire moins avec des clusters managés, avec voilà. Si on n'a pas les mêmes ambitions, on peut faire avec moins. Mais il y a une taille minimale critique qu'il faut avoir atteint avant d'avoir vraiment besoin de Kubernetes, je pense. Sur les 5 éléments que tu as montrés, je me place du côté développeur, ceux où je me suis senti le plus potentiellement à risque, c'était le côté des liveness et Adines. Oui, mais ça c'est parce que... Oui. Et le côté du ingress où je mets 2 fois la même... Parce qu'on te donne la main en fait sur des éléments d'infra. Alors non, la liveness readiness, on est quand même assez proche de l'application encore, mais mais les ingress, c'est des éléments d'infra. Les reverse proxy, c'était moi quand je bossais chez Sogeti pour une grande entreprise, voilà, les devs ils nous commandaient des reverse proxy et puis voilà, on allait à la main créer le reverse proxy. C'est des éléments d'infra ces trucs-là. Et en fait, le problème c'est qu'on demande aux devs d'avoir tout un tas de notions d'infra qu'ils n'ont pas forcément. Moi, chacun son métier. Hein. Moi, je comprends qu'il y a des devs que ça ne leur parle pas de... voilà, il faut faire attention à quel path tu ouvres. Voilà. Je dis pas que c'est pas aux devs de... Enfin, c'est pas grave si les devs savent pas ça. Je pense que c'est important d'avoir une culture générale de comment fonctionne l'infra. Mais on ne peut pas demander aux gens d'être experts. Et le problème de Kubernetes, c'est que ça permet aux gens de faire plein de choses. L'avantage que tu as, c'est que tu peux faire du prototypage avec des solutions type NICU, oui. Sur le poste du développeur. Oui, mais tu vois, toutes les problématiques de sécurité, par exemple, sur le poste du développeur, tu les as pas. Ouais, mais de toute façon, il s'en fout. Mais déjà, les notions de base qui vont être les pods, les réplicas, les ingress.
pour se familiariser avec ces éléments-là, oui. L'environnement, le YAML qui va générer pour son cube, ce sera même éventuellement quelque chose près que tu peux foutre en prod. Et bien ça, c'est effectivement un énorme avantage, je suis d'accord avec toi. Mais là, ça c'est encore un autre sujet qui peut monopoliser une équipe complète. C'est comment tu fais ta développeur expérience de manière à ce que tu as sur ton poste de dev soit représentatif par rapport à ce que tu vas mettre en prod. Parce que si tu as ton minikube avec ton app, très bien. Mais peut-être que tu as besoin d'une base de données. Peut-être que tu as besoin de 3 web services qui sont dans une équipe à côté que tu n'as pas. Et donc du coup, il faut que tu fournisses un minikube, mais un minikube super chargé avec en fait tous les services, toutes les dépendances et tout. Et potentiellement, ça peut être très lourd. Il y a des postes, tu te retrouves après à avoir des MacBooks à 36 Go de RAM. Parce que sinon, en fait, tu peux même pas lancer un environnement de dev dessus, quoi. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Et ça peut monopoliser une équipe entière, la DevXP. Je fais un sondage, combien de devs ici d'utilité HTTPS en local pour la base de données? Parce que le nombre de fois, des développeurs pour livrer quelque chose et on ajoute la HTTPS sur la page. Ah oui, après, ouais. Ah, ça marche pas. Hein. C'est pas Ouais, parce que tu fais... Ouais. Bah, ça dépend. Parce qu'on est confiant, c'est quoi, toi, le prix. On fait tout en faire. Ouais. Mais nous, on fait confiance au monde. Ouais. Le développeur est naïf. Le déno, il est bon. Il a le cœur bon. J'ai un dernier sujet justement pour la fin, le DevOps. Ouais. Les config maps. Ouais. Et c'est invisible, c'est interminable variable d'environnement. Ouais. C'est de l'infra ou est-ce qu'on déporte son Volt et c'est du dev? Ça fait partie du déploiement vraiment dans les mains des développeurs. Nous, on le met dans les mains. On est en train de régler nos comptes, là. Nous, tous les devs, ils ont accès à tout. Ils font tout eux-mêmes. Après, derrière, c'est vrai que. Les secrets du config map. Alors après, tu peux effectivement monter des outils pour gérer ça proprement de manière externalisée. Tu peux mettre un HashiCorp Vault pour tout ce qui est secret. Mais c'est un autre projet à part entière après. Hein. C'est ça aussi, ça prend du temps. Hein. Donc, alors, ouais, c'est vrai que les secrets, c'est quand même plutôt nous, chez nous. Mais tout ce qui est gestion de la configuration, c'est plutôt les devs. Ouais, c'est un peu pour eux, effectivement. Là. Pas facile, hein. Et même chez GitHub, la partie GitHub, avec toutes les Ouais. secrets, etc., c'est lourd, c'est chronophage. C'est vrai. Surtout quand tu as plus de 150, 200 variables pour juste une application, tu dis, et il faut maîtriser des flags, des... Ah oui, bah oui. Après, tu rajoutes... Ah oui, allons-y, rajoutons du feature flagging. Ouais, il faut choisir ses batailles aussi, hein. Bon, ça fait plaisir, il y a toujours des sujets partagés. Ah non, mais bien sûr. Tu as un avis, toi, sur le fait de ne plus avoir de dev et plus n'avoir d'ops, mais d'avoir que des DevOps qui sont censés être des moutons à 5 pattes? Ça existe pas. Ouais, bah, peut-être que ça existe, mais moi je suis très mauvais. Avoir vu des clients qui essayent d'aller sur ce genre de solution et où c'est assez drôle parce que tu as les ops qui leur disent faut pas le faire, tu as les devs qui disent faut pas le faire, et au-dessus ils te disent bah si on va le faire, tout le monde va gagner. Alors, ouais, je vais répondre du coup, mais désolé. Hein. Hop. Le pire dans ces trucs-là, c'est quelqu'un qui maîtriserait les deux et qui du coup serait un peu trop confiant, tu vois. Parce que moi j'avais vu des devs qui étaient très très bons en dev, excellents, des gens extrêmement brillants, et qui étaient tellement brillants qu'ils maîtrisaient aussi l'infra. Mais ils maîtrisent l'infra à leur sauce, quoi. Genre, tu me saoules avec tes garde-fous, là, vas-y, moi je te vire tout, et puis je mets mes propres composants d'infra, et puis du coup après, bah, le type quand il s'en va, parce qu'il y en a, c'est vrai, il y a des gens très brillants. Le type quand il s'en va, après, bah, c'est une bouse immaintenable. Donc voilà, pas de full DevOps. De toute façon, ça me paraît pas possible. Tu n'as pas eu l'expérience qui marche pas. Non. Si je peux me permettre, du coup, Pardon. c'est une personne, c'est jamais une personne. Oh. C'était philosophique. Voilà. Pardon, je croyais que tu voulais m'interrompre, c'est pour ça que je voulais finir de répondre. Mais... Le danger, alors après on est tous complémentaires et c'est bien qu'on connaisse les métiers les uns et des autres. Le DevOps, c'est une façon de faire qui fait qu'à l'intérieur d'un regroupement de personnes, une équipe ou peu importe, tu as, on appelle ça les T-shapes, c'est tu as ton expertise,
allez, on met product owner aussi. Tu as ton expertise, et puis donc ça te fait la barre du thé, et puis tu as les bras du thé. Et les bras du thé, c'est tout ce qui complète et qui va toucher la barre du thé de la personne à côté. Et en fait, le DevOps, c'est ça. beau. Donc en fait, moi, ce qui me choque pas, c'est de dire, ça on va le faire. On va le faire en équipe. Et après, peu importe qui. Si c'est une même personne, parce qu'elle a des compétences, qu'elle est assez consciente de son rôle, ça me va. Si c'est deux personnes qui font du pire DevOpsing, je vais déposer le truc peut-être. Mais je suis assez d'accord du coup avec ta réponse de dire si c'est une personne qui sait tout faire, c'est bien d'avoir un œil extérieur. Voilà. Qui pense savoir tout faire. Qui pense savoir tout faire en fait. C'est plus souvent ça. Si je peux rajouter un témoignage sur ce qu'on fait nous. Excuse-moi. Oui. On fait un peu de DevOps et de l'approche DevOps sur pas mal de SRE. Parce qu'en fait, chez OVH, les équipes de build sont la même équipe qui fait le run. C'est-à-dire que l'équipe, elle a des profils SRE, comme tu disais, c'est des gens qui adorent faire du SRE, ils font quasiment que du SRE, mais ils sont obligés de faire un peu de dev produit à un moment donné, un tout petit peu, mais ça les responsabilise. Il y a des devs qui sont très dev produits et qui font un peu de SRE, mais ils en font quand même, ils ont les astreintes aussi, parce que ça vaut le coup d'être réveillé quand c'est toi qui as foutu la brouille en prod, c'est très formateur. Et puis on a les fameux moutons à 5 pattes où ils arrivent un peu à faire les deux, mais c'est ok parce qu'ils sont dans l'équipe. En fait, chez nous, l'équipe, il n'y a pas l'équipe Ops, l'équipe machin, l'équipe bidule. Il y a toute l'équipe qui est là, qui a ce profil, des gros guillemets, DevOps. C'est vraiment l'équipe qui agit. Par contre, du coup, build et run, c'est la même chose. Et c'est ça, je pense, qui fait que ça marche. C'est qu'en fait, tu vas assumer le fait que tu as fait un build qui n'est pas cool, ou tu vas assumer aussi que toi, en tant que SRE, dans ton équipe, tu as mis le fameux GitOps, le commit qui supprime ton infra. Bah, c'est toi qui l'as fait, tu le reçois sur l'équipe. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a d'autres problématiques aussi, parce qu'on trouve aussi sur les gens qui s'inventent experts. Non, mais si je vais le faire, ça peut. Mais ça marche plutôt pas mal, je trouve ça. Yes.